La compagnie d'électricité a pu faire un accord avec justement ces gisements gaziers pour avoir le droit d'acheter ce gaz-là qui est produit donc à côté dans Israël à $4. Maintenant, le prix du gaz est passé dans le monde à $25. Donc Israël, cette augmentation ne l'aura pas. Il vaut 80% de moins en Israël qu'à l'étranger. Et nous avons le plaisir de retrouver à l'heure et à la journée habituelle, traditionnelle, notre ami le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Et on peut encore vous dire bonne fête, fin de fête, Yisroel Chag. Nous rentrons on va retourner dans la vie, on va dire, normale après plusieurs semaines de fête. Alors, le retour à la vie normale, ça ne veut pas dire que l'économie est dans une situation stable et sereine, puisque vous allez nous parler de conséquences prévisibles sur l'économie israélienne, de 3 incertitudes mondiales, dont apparemment vous êtes en train de nous parler d'un risque de faillite du gouvernement américain. De quoi il s'agit ? Il faut faire une nouvelle loi pour permettre un endettement supérieur. Si à la fin du mois, dans 30 jours, le gouvernement américain n'obtient pas du Sénat américain l'autorisation d'augmenter niveau de dette, le gouvernement américain sera en faillite. Et ça a été hier, le Sénat américain, les sénateurs républicains ont refusé d'augmenter cette dette-là. Et donc les marchés financiers ont commencé à paniquer. Alors que les bourses américaines, en général, depuis le début de l'année, et depuis qu'on pense que le corona est plus ou moins maîtrisé, avait commencé à bien remonter. Tous les jours, il y avait des records. Hier, la bourse américaine, le Nasdaq en particulier, a baissé de 3%. Et c'est la première inquiétude, qui, à mon avis, coûtera le plus Israël. Parce que les 2 sujets qu'on va parler après sont plus mineurs sur l'économie mondiale. Mais ce problème de la dette américaine, je pense qu'il s'agit, à mon avis, plutôt d'un coup psychologique entre les républicains et les démocrates, mais on ne sait jamais comment ça peut se terminer. Si jamais il y a le fait que le gouvernement américain, dans 30 jours, fait faillite, ça va faire une crise mondiale économique et financière très importante. Oui. Quelles sont les probabilités qu'un tel scénario se déroule ? Plusieurs fois dans le passé, on en a parlé. Maintenant, ce qui se passe, c'est que du temps de Trump, il y avait comme les républicains, ils avaient la majorité, c'était eux qui étaient récalcitrants, alors il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, c'est la première épreuve du nouveau gouvernement. Et ce que la Banque centrale américaine, c'est elle qui soutient la liquidité américaine pendant les derniers mois, et les bourses et les marchés financiers. Mais pour ça, elle ne peut rien faire. Si le gouvernement américain n'arrive à une loi qui lui interdit encore d'emprunter, il sera mis en faillite. Ça veut dire que les États américains ne pourront plus payer leurs salariés, etc. Et ça sera en octobre 29, en 2e fois. Mais encore une fois, j'espère que ce scénario ne se présentera pas et que c'est une histoire politique qui, pour l'instant, inquiète les marchés financiers. Alors, ça, c'était déjà assez inattendu comme titre, hein, on va dire dans la presse israélienne, titre économique, mais il y a un autre titre qui concerne, on va dire, l'ensemble des Israéliens. Israël, apparemment, n'échappe pas à la flambée des prix du gaz. Avant, je voudrais juste te dire encore avant ce sujet-là, je voudrais juste venir sur 2 incertitudes mondiales qui sont très importantes aussi, qui de l'autre ou l'autre pourront influer sur l'économie israélienne, directe ou indirecte. Il faut savoir qu'il y a le premier consortium chinois qui est en immobilier, qui s'appelle Evergrande, a dit qu'à la fin du mois, aussi dans quelques jours, il ne pourra pas payer ses dettes. C'est un consortium qui doit à l'ensemble des investisseurs financiers dans le monde entier la somme fabuleuse de 500 millions de dollars. Millions de dollars. $1 demi-trillion. Milliards alors. 500 milliards, pardon. Ah, ouais. 500 milliards de dollars. Heureusement que vous m'avez dit ça. C'est énorme. Et si on ne sait pas qui investit là-dedans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est parce qu'il y a un coin qui ressemble que la presse israélienne a noté qu'il y a un petit peu de ressemblance avec ce qui se passe en Israël, c'est qu'il y avait une augmentation très importante des prix immobiliers et le gouvernement a demandé aux banques de freiner ça en prêtant moins. C'est exactement ce qui se passe maintenant en Israël d'ailleurs, que la Banque d'Israël a demandé aux banques d'être moins généreux par rapport aux prêts hypothécaires. Alors ils ont dit, est-ce que ça arrivera ça? La dernière
dernière chose, bien entendu, j'ai entendu que vous en avez parlé, vous avez fait des émissions, c'était les résultats en Allemagne. Et c'est très important parce que c'est une incertitude, on ne sait pas ce qui va se passer. Merkel a été 16 ans, je parle pas de vue point économique. C'est très important pour Israël, pour 2 raisons. Pour l'économie israélienne, il faut regarder les yeux là-dessus. D'abord, l'Allemagne est une locomotive de l'Europe. Israël, bien entendu, l'Europe est un des plus grands partenaires économiques de l'Europe. Tout ce qui se passe en Allemagne est donc très important. Et aussi, point de vue de l'euro. Parce que ce qui fait maintenant la force de l'euro, c'est l'Allemagne. Et il y avait des changements d'ailleurs qui devaient se faire à ce niveau-là. On ne sait pas ce qui va se passer. Et il y a sans doute une certaine certitude. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. On parle même de 2-3 mois avant que le gouvernement se fasse. Est-ce qu'il y aura un gouvernement de coalition qu'on a vu maintenant, droite, ou bien gauche ou droite? Il faut voir, mais il faut qu'on regarde un peu aussi ce qui se passe en Allemagne. Alors, on va parler maintenant d'un sujet qui concerne, on va dire, l'ensemble des Israéliens. Il s'agit du gaz, du prix du gaz. Alors, on sait que le prix du gaz augmente beaucoup à travers le monde. Vous dites que l'État d'Israël est en train d'échapper à cette flambée des prix du gaz, oui, mais pas des prix du pétrole. Pourquoi ? Voilà. D'abord, dans le monde entier, celui qui donne le gaz, la moitié fournisseur de gaz, c'est la Russie. Maintenant, Israël, comme on le sait bien, on en a beaucoup parlé dans nos émissions, a des gisements de gaz. Récemment, la compagnie d'électricité a pu faire un accord avec justement ces gisements gaziers pour avoir le droit d'acheter ce gaz-là qui est produit donc à côté dans Israël à $4. Ce prix, maintenant le prix du gaz est passé dans le monde à $25. Donc Israël, cette augmentation ne l'aura pas, c'est 80%. Et là, il vaut 80% de moins en Israël qu'à l'étranger, grâce justement au fait qu'il y a quelques mois du corona. Quand il y a eu la crise, je sais pas, j'avais parlé de ça ici, personne ne voulait du gaz parce qu'il n'y avait pas de consommation et ils savaient pas quoi faire avec le gaz, les bateaux, les choses qu'il y avait dedans. Ils le donnaient même pas seulement gratuit, ils faisaient un prix négatif. Ils disaient, tout celui qui est prêt à me prendre du gaz, je le paye. Mais à ce moment-là, au lieu de faire des investissements pour pouvoir permettre une meilleure structure de transport du gaz et autres, les gouvernements n'ont rien fait. C'est dû à quoi? C'est dû à un accord qui a été conclu au préalable sur un prix fixe du profiter parce que justement Israël, le compagnie d'électricité a dit écoute, moi je vois que dans le prix du monde jusqu'à maintenant, parce que maintenant qu'est-ce qui se passe? Il y a la reprise du corona, la reprise économique qui fait que parce que le corona on l'a un peu dépassé. Alors quand il y a une croissance, il y a une demande de gaz aussi qui se fait. Maintenant, encore une fois, Israël, la compagnie d'électricité a mené une longue négociation avec ces gisements de gaz en disant, moi, je regarde ce qui s'était passé il y a 1 an. À l'époque, je t'avais acheté plus cher que ce que c'était au truc mondial, puisqu'elle était même 0. Maintenant, je demande à avoir un accord avec toi à long terme à $4. Et à ce moment-là, quand ça a été fait, c'était normal pour la compagnie de gaz qui est gouvernée par Tchouva ou autre de le faire. Mais maintenant, effectivement, ça a été et c'est formidable pour l'Israélien parce que en France, j'ai vu, et c'est affolant, les gens demandent encadrement des prix des tarifs du gaz. Ici en Israël, grâce à ça, ni l'électricité ni le gaz vont augmenter. C'est une bonne nouvelle pour nous. Par contre, le pétrole, parce qu'il y a aussi reprise économique. Il y a eu l'économie dans l'ensemble du pays du monde reprend la croissance, c'est normal puisqu'on était très bas. Donc il y a une croissance qui reprend et donc il y a un besoin de produire et donc également de consommer du pétrole. Il faut savoir, il y a quelque temps, le pétrole était autour de $50 le baril. On est à $80. Et des Goldman Sachs, ça veut dire les grandes analystes financiers, parlent de $90 le baril à la fin de l'année. Donc, encore augmentation. Ça va jouer. Ce soir, il y a le prix d'essence, vous savez, tous les mois qui est réajusté suivant ce qui se passe dans le monde. Les gens vont revoir ça sur leur prix de l'essence. Et bien entendu, ça va créer une certaine inflation en Israël puisque beaucoup de choses sont liées au pétrole et quand il y a du coup de l'essence ou d'autres choses, ça peut faire remonter. Mais donc ça existe. Ça monte. D'un côté, il faut être aussi un petit peu optimiste parce que ça veut dire que l'économie mondiale repart. Ce que j'ai dit au premier sujet, ce que je voudrais dire, c'est très intéressant. On en parlera peut-être juste après maintenant. Finance-économie. En 1929, il y a un peu moins de 100 ans, c'est la finance qui a cassé l'économie. Oui, bien sûr. Et là, l'économie reprend et il faudra voir qu'est-ce qui se passe. Oui. Alors, on va parler maintenant d'une demande parce que là, ces dernières heures, là, on parle justement de l'application du nouveau pass sanitaire, du fameux passeport vert, qui doit entrer en vigueur, si je ne m'abuse, le 3 octobre. Oui, c'est ça. Alors, le patron des patrons, israélien, demande à Naftali Bennett de reculer à début 22, c'est-à-dire dans 3 mois,
l'application du pass sanitaire. Pourquoi cette demande ? Oui, il dit comme ça. Lui, il voit ce qui se passe dans les secteurs économiques qui ont besoin de ne pas avoir trop de réglementation au point de vue du pass sanitaire. Je parle pour les mariages et autre chose. Et il dit, le tourisme et tout ce qu'on connaît. Maintenant, il dit la chose suivante. Il voit les chiffres et il voit que il y a une différence très importante. Lui, il parle, je ne sais pas si c'est vrai, de 3 millions de personnes qui ont eu les 2 doses de Pfizer, mais qui n'ont pas eu ce qu'on appelle le booster. Et il dit à Bennett, c'est pas possible qu'en une semaine, vous vous êtes sortis en septembre, là, il y a une semaine, on était sous nos soukas, sous les guirlandes, en paix. On y sont sortis en disant, voilà, celui qui n'a pas le booster le 3 octobre, alors il aura plus le droit au passeport vert, ce qui veut dire que il faudra que, avant qu'il aille à l'école, qu'il fasse des choses, que à chaque endroit, etc. Et il a dit, mais tu peux pas demander ça à partir du moment où il y a une énorme population qui n'a pas été. Bien sûr. Et donc, je crois que vous l'avez cité dans votre revue de presse, il a parlé contre la politique sanitaire qui est née Bennett dans son discours à l'ONU. Moi, je sens que il y a les investisseurs, les agents économiques ressentent qu'il y a un problème de dichotomie, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment ce que le gouvernement veut faire. Point de vue économie par rapport à la crise du corona. Je prendrai un dernier cas qui, à mon avis, lié un petit peu à ça aussi. Je ne sais pas si vous en avez parlé, qu'il y a aujourd'hui, ils ont annoncé grève dans les crèches à partir d'aujourd'hui. Ils commencent en retard. Et, grands-parents, vous allez de service, ça je vous préviens déjà. Mais à partir de la semaine prochaine, ils disent grève générale. Et il y a des négociations qui commencent. Peut-être ces grèves sont faites pour justement faire pression sur le gouvernement. Mais on a l'impression que le ministère des Finances, toujours, ne voit pas les crises sociales arriver. Et ça pose des problèmes quand il y a reprise, quand on est après les fêtes, de dire aux gens qui travaillent, eh ben, votre enfant ne pourra pas le garder. Pas toujours, comme j'ai dit, pas tout le monde a des grands-parents pour les aider. Alors c'est effectivement un véritable problème. On va voir si ça aboutit. Cette demande, ça a peu de chances d'aboutir, il faut bien avouer, parce qu'on n'a pas le sentiment que le gouvernement est... Ah, la demande du m'attendez pas trop. Oui. Je sais que dimanche, je sais pas si on a parlé, il doit y avoir une réunion du cabinet de Corona. Oui, il doit y avoir. Il n'y a pas eu lieu pendant un mois. Mais je ne pense sait. pas qu'ils vont aller en arrière pour ça. Qu'est-ce qu'ils vont décider, je ne sais pas. Ok, alors on va prendre le dernier sujet. Il nous reste 2-3 minutes pour nous parler d'une réforme qui facilite le changement de banque. Et ça, c'est important parce que certains de nos auditeurs, ne sont pas obligatoirement satisfaits de leur banque. Oui, nous en avons parlé. Je conseille aux auditeurs, dans une précédente, on avait parlé dans les émissions précédentes plus longtemps de ça. L'idée du ministère des Finances et de la banque, et la loi a été passée, c'est de permettre une plus grande mobilité de la part des clients des banques. Ils ont remarqué que par rapport aux autres pays, le secteur bancaire n'est ni concurrentiel comme il doit l'être, ni ne donne des services comme il doit le donner. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Et maintenant, c'est passé en vigueur pendant qu'on était Rola Moued Soukot. On peut déjà maintenant, c'est-à-dire faire une demande de dire, voilà, je suis à telle banque, je veux passer à la banque numéro tant. On appuie sur Internet la demande, tout se fait automatiquement et même les chèques qu'on a utilisés dans l'autre banque peuvent continuer à être utilisés, s'arrangeront entre les banques. Tous vos prélèvements qui se passent, tous vos paiements seront faits par la nouvelle banque automatiquement à partir de 7 jours après. Maintenant, quel est le bilan depuis quelques jours qu'il y a ça ? Il y a eu déjà depuis le premier jour quelques demandes qui ont été faites. Ça n'a pas été massif parce que pendant les fêtes, les gens ont autre chose à faire. Mais je préviens nos auditeurs que après maintenant, il va y avoir apparemment une campagne massive publicitaire de chaque banque pour essayer d'attirer les clients à lui. C'est intéressant. Je conseille aux clients de faire très attention non seulement au coût, mais aussi au service qu'on pourra leur rendre et de faire jouer la concurrence. Et j'espère qu'à part ça, ça nous permettra à nous, clients, d'avoir des meilleurs rapports avec nos banques. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour ce survol de la presse économique israélienne au lendemain des fêtes de Tishri. On se retrouve désormais à nouveau, comme on le fait depuis plusieurs années, le mercredi à 8h40 pour cette revue de la presse économique. Bonne journée, à bientôt. Merci.